Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur le podcast de l'externe et on va parler aujourd'hui d'un item de gastroentérologie sur la pathologie hémorroïdaire et c'est donc l'item 288. Voilà, donc on va commencer directement par la définition des hémorroïdes. Donc il faut savoir que ce sont des structures vasculaires anatomiques qui sont normales de l'anus. Donc à la base, les hémorroïdes, c'est pas pathologique. C'est juste le nom donné aux structures vasculaires de l'anus. Elles sont composées de lacs veineux dilatés, de petites artérioles ou shunts artério-veineux, d'un tissu de soutien également. Donc là, c'est les fibres musculaires lisses majoritairement, entourées de tissus de collagène. Et ensuite, il y a un épithélium de revêtement. Elle constitue un système anastomotique portosystémique et elle siège à la partie haute du canal anal. C'est ce qu'on appelle le plexus hémorroïdaire interne. Et au niveau périanal, c'est le plexus hémorroïdaire externe. Alors, au niveau de la fréquence de la pathologie hémorroïdaire, on estime qu'environ un tiers de la population adulte française a eu au moins un symptôme hémorroïdaire au cours de la dernière année, mais seulement un tiers a consulté pour cela. Donc au final, un tiers d'un tiers, on est à peu près à un neuvième, mais bon, voilà, une personne sur 10 qui a consulté pour un symptôme hémorroïdaire. Mais il faut savoir qu'il y a un tiers de la population qui en a déjà eu une crise hémorroïdaire au cours de la dernière année. Ce qui est beaucoup, donc on peut dire presque que c'est un problème de santé publique, hein. Alors au niveau de la physiopathologie, donc la maladie hémorroïdaire représente l'ensemble des plaintes en lien avec les modifications du tissu hémorroïdaire. On parle de crise lorsque les plaintes sont de courte durée et comportent une composante douloureuse. Voilà. Quand elles sont de courte durée et comportent une composante douloureuse, on parle de crise hémorroïdaire. Et on parle de maladie chronique, donc de maladie hémorroïdaire, lorsque les signes sont réguliers. Les symptômes s'accompagnent habituellement d'une modification morphologique des hémorroïdes, mais il faut savoir qu'il n'existe pas de corrélation anatomoclinique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se plaindre de petites hémorroïdes, par exemple, ou avoir d'importantes hémorroïdes sans ressenti particulier. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a des grosses hémorroïdes que ça fait très mal, et inversement. La pathogénie de la maladie hémorroïdaire n'est que partiellement comprise. On considère deux théories qui conduisent à ce qu'un constituant anatomique normal et asymptomatique devienne symptomatique. C'est la théorie mécanique et la théorie vasculaire. Donc on va voir un petit peu ces deux théories. La théorie mécanique, elle repose sur une fragilisation du tissu de soutien ou du matériel d'ancrage des hémorroïdes internes. Donc par exemple, le long temps passé à la selle, les efforts de poussée, notamment dans les cas de dyschésie, donc les difficultés à exonérer, la modification de la consistance des selles, donc les selles dures, et l'accouchement également représentent des facteurs de risque de survenue de signes hémorroïdaires. Bien des patientes expriment le fait que le début des signes de la maladie hémorroïdaire coïncide avec la période d'un accouchement. Voilà, donc mesdames, si vous avez déjà des crises hémorroïdaires, eh bien, sachez que l'arrivée d'un enfant ne va pas arranger les choses, visiblement. Et donc ça, c'était pour la théorie mécanique. La théorie vasculaire, quant à elle, elle apparente plus la maladie hémorroïdaire à l'insuffisance veineuse. Pour autant, on l'a vu, les hémorroïdes ne sont pas des veines. Elles ne comportent pas de valvules connivantes, comme c'est des lacs veineux, etc. Et les saignements rouges lors de la crise hémorroïdaire ne sont pas veineux. Cependant, l'augmentation de taille du tissu hémorroïdaire en fin de grossesse et l'efficacité à court terme des traitements dits vénotoniques, comme le Daflon par exemple, supportent cette hypothèse. Voilà. Donc théorie mécanique, plutôt fragilisation du tissu de soutien, etc. Ou théorie vasculaire, donc plutôt insuffisance veineuse. Alors, comment on va distinguer les hémorroïdes externes et les hémorroïdes internes? Donc en fait, le plexus interne, il est visible lors d'un examen endocanalaire avec un anuscope. Le plexus externe, lui, n'est visible qu'en cas de complication, donc en cas de thrombose. Et en dehors du cas très particulier de la thrombose hémorroïdaire externe, les hémorroïdes ne se palpent pas. Le toucher anal est insuffisant au diagnostic. Le revêtement épithélial est de type intestinal au niveau du plexus hémorroïdaire interne et il est de type malpigien au niveau du plexus hémorroïdaire externe. Donc si je me rappelle bien de mes cours de PACES ou de P2D1,
le tissu épithélial est plus épais, il y a plus de couches de cellules épithéliales au niveau du plexus hémorroïdaire externe. Voilà, comme c'est plus exposé, forcément ça va être plus résistant. On est un peu plus proche de la structure de la peau plutôt que de la structure, de la muqueuse intestinale qu'on a au niveau interne, donc plus haut. Le plexus hémorroïdaire interne forme donc des renflements ou des «coussinets» entre guillemets. Il participe pour partie au tonus de repos de la partie haute du canal anal et à la continence fine. Donc voilà, c'est un intérêt au niveau du tonus et de la continence. C'est le plexus haut, donc le plexus hémorroïdaire interne. OK, donc comment on fait le diagnostic d'une thrombose hémorroïdaire? Donc en fait, la thrombose hémorroïdaire externe, donc la partie la plus basse, est une tuméfaction bleutée sensible qui est souvent associée à une réaction œdémateuse. Elle vient modifier les plis radiés de l'anus et elle est souvent assez localisée. La tuméfaction, elle est indurée à la palpation et elle est souvent très sensible. Elle n'impose pas d'anoscopie pour son diagnostic. Voilà, en plus cet examen est souvent douloureux à la phase aiguë de la thrombose et donc doit être évité. La crise hémorroïdaire, elle associe à divers degrés une sensation de cuisson, de tension ou de douleur vive de l'anus, avec des saignements qui sont parfois tardifs et inconstants. Voilà. Au niveau des manifestations cliniques les plus fréquentes des hémorroïdes internes, donc, il faut savoir que les symptômes hémorroïdaires liés au plexus interne, donc les plus hauts, peuvent s'exprimer de deux façons. Soit de façon bruyante sur une courte période de temps, c'est ce qu'on appelle donc la crise hémorroïdaire, comme on l'a un peu vu plus tôt, soit parce qu'ils s'installent dans la durée et sont accentués au cours et au décours de la défécation. Donc voilà, soit crise hémorroïdaire parce que c'est de façon bruyante sur une courte période, soit ça s'installe dans la durée et c'est accentué au cours de la défécation. Et là, c'est plutôt la maladie hémorroïdaire plutôt que la crise. Donc la crise hémorroïdaire, on va la voir un peu plus en détail, ça associe à divers degrés une sensation de cuisson, de tension ou de douleur vive de l'anus, avec des saignements rouges, qu'on appelle un peu vulgairement l'épistaxis anal, pas vulgairement, mais voilà, dans le langage courant, épistaxis anal. Et ça, c'est lors de la défécation et ça peut même être spectaculaire, mais ils ne sont pas mélangés aux matières. Voilà, sinon on est plus sur une rectorragie, par exemple, avec ces saignements rouges. Et on a aussi une tuméfaction anale, qui est sensible. Ça peut faire une perception de tension interne un petit peu, par les patients. Les symptômes surviennent de façon rapidement progressive et durent quelques jours. Ils sont souvent accentués par la défécation, ce qui peut faire après, j'imagine, voilà, un symptôme un peu rétentionnel, de matière fécale et entraîner une constipation qui va, j'imagine, ne pas améliorer les symptômes puisque les efforts de poussée, on l'a vu, ça accentue les symptômes. Donc c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Donc ça, c'était pour la crise hémorroïdaire. Lorsque les signes s'installent de façon chronique, ils associent souvent des brûlures anales défécatoires et post-défécatoires peu durables, une procidence de l'anus plus ou moins importante et plus ou moins réductible après la défécation, et il y a également des saignements. Ils peuvent avoir une évolution périodique. Là, le prurit anal, c'est une plainte souvent attribuée aux hémorroïdes, mais la relation de causalité n'est pas vraiment, voilà, elle est assez ténue, donc pas vraiment, prouvée. Il ne doit pas être considéré comme un symptôme hémorroïdaire, notamment en cas de chronicité, et il ne faut pas proposer un traitement instrumental ou chirurgical des hémorroïdes en cas de prurit anal chronique. Voilà, il ne faut pas partir sur la maladie hémorroïdaire, juste en cas de prurit anal. Donc, on va pouvoir classer et qualifier le tissu hémorroïdaire en grades. Donc voilà, il y a au final 4 grades, de 1 à 4. Grade 1, il n'y a pas de procidence dans la lumière de l'anuscope. Donc voilà, les parois sont bien droites. Le grade 2, on a une procidence dans la lumière de l'anuscope, mais pas à l'extérieur. Voilà, donc ça reste bien interne. Le grade 3, donc là on est sur l'avant-dernier grade le plus avancé, on va dire. Donc il y a une procidence à l'extérieur de l'anus qui se fait lors de la poussée abdominale,
mais il y a une réintégration spontanée en fin de poussée, voilà. Et le grade 4, j'imagine, tout sera extériorisé. Donc là, c'est quoi? Voilà, une procidence permanente d'emblée. Et dans cette situation, les hémorroïdes internes sont visibles à l'extérieur de l'anus et l'anuscopie n'est souvent même pas nécessaire pour les visualiser. La valeur importante de l'examen clinique ne repose pas uniquement sur la description du tissu hémorroïdaire, mais aussi sur la recherche de lésions associées, notamment une fissure anale au niveau des plis radiés, souvent au pôle postérieur de l'anus. La fissure anale est un diagnostic d'inspection du coup. On peut en plus de la fissure anale avoir un abcès ou une fistule anale, des condylomes, des marisques, un cancer du canal anal ou du rectum. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu le diagnostic différentiel des hémorroïdes internes. Donc, la principale difficulté d'ordre diagnostique repose sur le, entre guillemets, «délit d'hémorroïdes». Donc en fait, c'est les personnes qui souffrent et les praticiens concernés attribuent a priori toute plainte proctologique aux hémorroïdes, alors que ces plaintes non spécifiques peuvent être en rapport avec une suppuration, une fissure anale, voire même un cancer. Voilà, c'est pour ça que, c'est nécessaire d'avoir une approche sémiologique fine et un bon examen clinique. C'est vrai que d'expérience, souvent, on a un patient qui vient avec une plainte, proctologique, voilà, on n'ose pas. Il y a un petit tabou qui fait qu'on va pas aller analyser finement, son anus quand on n'est pas spécialiste de ça et on va pouvoir dire: «Bon, c'est des hémorroïdes, voilà, on vous donne le traitement basique des hémorroïdes et ne nous faites plus chier». Globalement, c'est ça. Bon, j'exagère un peu le trait, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien examiner parce qu'on peut passer à côté d'un cancer, ce qui peut être grave ou une fissure anale qui n'a pas le même traitement, par exemple. Bref, afin de ne pas se laisser dérouter par une sémiologie autre, il y a un petit tableau récapitulatif qui offre des points d'orientation en cas de douleur aiguë. Ce tableau, je vais le mettre sur le post Instagram. Ça sera un bon petit rappel pour toutes les personnes intéressées. Donc, c'est un tableau qui permet de retrouver l'orientation étiologique en fonction de la douleur anale. Donc, il y a une sémiologie fine de la douleur anale. Donc, on a le type de douleur, le rythme, la durée, quelques éléments en plus, qui permettent de les différencier, et après ça nous dit ce qu'on doit évoquer. Donc, si on a un type de douleur, une douleur à type de cuisson, rythmée par la selle, donc la défécation, et que ça dure 1 à 2 jours, et qu'en plus on a un œdème, une procidence ou un saignement, bon là il y a pas de mystère, c'est, une crise hémorroïdaire. Voilà. Si on a une douleur intense, que c'est rythmé par le toucher ou l'appui, donc on est assis par exemple, que ça dure quelques heures à quelques jours et qu'on a une tuméfaction anale douloureuse bien limitée, on peut évoquer une thrombose hémorroïdaire externe. Si on a une douleur à type de brûlure, qui est rythmée par la selle et qui perdure longtemps après, quelques heures, et qu'au total, ça va durer, pendant une période de plusieurs semaines et qu'on a globalement de temps en temps des saignements. Là, on évoque plutôt une fissure anale. Voilà. Ensuite, un petit peu de douleur, de tension qui est rythmée par le toucher ou l'appui, qui dure quelques heures, que c'est continu, assez inflammatoire, donc notamment des douleurs la nuit et cetera, et qu'on a aussi une tuméfaction douloureuse mal limitée, voire même une dysurie. Donc ça peut appuyer sur l'urètre, par exemple, et bien là, on peut évoquer un abcès. Voilà. Et enfin, dernier type de douleur, donc là, c'est les épreintes. Le rythme, c'est avant la selle, avant d'aller à la selle, donc les épreintes, c'est des tensions douloureuses, au niveau de l'anus, qu'on les ressent avant la selle, que ça dure plusieurs jours et qu'on observe aussi comme, élément supplémentaire des suintements, et beh, là, on peut évoquer un fécalome ou alors un cancer. Voilà, voilà. Donc, on va voir maintenant dans la pathologie hémorroïdaire les autres manifestations possibles des hémorroïdes internes. L'anémie ferriprive, par exemple, par saignement chronique, est très rare. On doit d'abord trouver une autre cause
à éliminer avant de l'attribuer à des hémorroïdes. Voilà, donc après on parle dans tout ce qui est hémorragie digestive et cetera. Ça peut être une autre manifestation possible, mais qui reste très rare. Voilà, au niveau de l'anémie ferriprive par saignement chronique. Donc là, il y a quelques images, quelques photos d'hémorroïdes externes et d'hémorroïdes internes prolabées. Franchement, c'est un peu dégueu. Je sais pas si je pourrais les mettre sur le post Insta parce que je vais me faire striker à tous les coups. L'autre jour là pour le psoriasis, j'ai voulu mettre la photo, d'un napkin psoriasis, donc on voit le kiki d'un nourrisson et ben je me suis fait striker ma publi, enfin la photo en tout cas, et ils me menacent de fermer mon compte. Donc là, bon, je sais pas s'ils vont reconnaître un anus ou des hémorroïdes. À mon avis, comme c'est un peu crade, je vais pas pouvoir les mettre, je pense. Donc je vais essayer de vous les décrire. Enfin, en tout cas, elles sont décrites sur la fiche LISA, donc je vais essayer de les décrire au mieux. Donc, on a une photo où on voit un aspect normal, c'est à l'anuscope là, les 2 premières photos, c'est à l'anuscope. Donc on voit vraiment l'intérieur. La première, on a un aspect normal de la muqueuse hémorroïdaire du canal anal et les hémorroïdes internes ne bombent pas dans la lumière de l'anuscope. Donc voilà, si vous avez fait un peu le lien avec les grades au-dessus, on peut dire qu'il s'agit d'un stade 1. Ensuite, l'image B, donc là, on est toujours à l'anuscope, mais par contre, là, on voit qu'il y a un aspect normal de la muqueuse hémorroïdaire du canal anal. Donc, c'est bien rosé, et cetera. Par contre, on voit que les hémorroïdes internes, elles viennent bomber dans la lumière de l'anuscope. Donc ça il y a une procidence, en fait. Donc là, si vous rappelez des grades, il s'agit d'un stade 2. Il n'y a pas de procidence extériorisée, mais il y a une procidence quand même des hémorroïdes internes intériorisées. Voilà. Ensuite, les images, C et D, donc là, on n'est pas à l'anuscope, on est en vision, naturelle. Là, on a par exemple des hémorroïdes internes qu'on voit s'extérioriser à l'extérieur lors d'un effort de poussée, mais elles rentrent ensuite dans le canal anal. Donc ça, c'est totalement la définition d'un stade 3. Et enfin, la dernière photo, donc ça, c'est le stade le plus avancé. On a des hémorroïdes internes qui s'extériorisent en permanence à l'extérieur lors d'un effort de poussée et elles sont parfois le siège d'une métaplasie malpighienne. Donc là, c'est ce qu'on appelle les marisques, hein, je crois, hein. Je vais aller vérifier vite fait, mais en gros, c'est des, excroissances un peu, de peau. Heu, ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est des marisques. Donc c'est un repli de peau au niveau de la marge anale qui va mesurer de quelques millimètres à parfois même quelques centimètres. Ça fait un peu un chou-fleur, quoi, si on veut. Donc là, il s'agit d'un stade 4. Voilà, des hémorroïdes internes extériorisées en permanence avec des marisques, par exemple, qui sont des métaplasies malpighiennes. Là, on a une petite photo de thrombose hémorroïdaire externe avec une ulcération au sommet du caillot. Là, pareil, l'image elle est crade, donc je pense que je ne vais pas pouvoir vous la mettre. Ben, allez voir sur Google Images, hein, thrombose hémorroïdaire externe, vous tomberez directement dessus. Donc maintenant, on va voir, ce qui est être le plus important et donc les grands principes de la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse. Donc premièrement, ça va être des règles hygiéno-diététiques dans un premier temps. Ça va représenter un élément majeur de la prise en charge thérapeutique de la maladie hémorroïdaire, donc qui évolue plus sur le long cours. Les régimes d'exclusion alimentaire n'ont pas d'efficacité. Donc voilà, il faut garder une alimentation équilibrée. D'une manière générale, les règles hygiéno-diététiques visent à lutter contre la constipation chronique. Le traitement donc de la constipation chronique est de bon sens, c'est une mesure de bon sens qui vise à limiter l'installation de la maladie hémorroïdaire et ça aide aussi à prévenir les récidives, voire peut-être même les complications. Les modifications alimentaires et diététiques qui concourent à corriger la consistance des selles et à réguler le transit sont recommandées. Voilà, donc en fait, on va privilégier une introduction d'une alimentation riche en fibres solubles, notamment les graines de lin, les graines de chia, le psyllium blond. Ça, le psyllium, je l'ai vu revenir pas mal de fois aussi, donc ça a l'air de bien marcher. C'est des aliments riches en fibres solubles et la correction de la constipation permet de diminuer le temps passé à la selle et du coup, de diminuer aussi la dyschésie et les efforts de poussée et cetera. Ça va participer du coup à la résolution des symptômes à la phase aiguë de la crise hémorroïdaire, à la prévention des crises aussi
mais également au traitement de la maladie hémorroïdaire chronique. Voilà, donc règles hygiéno-diététiques très important et notamment, tout ce qui va dans le sens d'un transit, fluide. Ensuite, les traitements médicamenteux. Donc ça va être le traitement de la maladie on va commencer par le traitement de la maladie hémorroïdaire interne. Donc là, il y a quelque chose qui s'appelle la diosmine. Ça a une efficacité démontrée dans le traitement de la crise hémorroïdaire parce qu'elle en diminue l'intensité et la durée des symptômes. Donc les topiques locaux qui comportent de la diosmine correspondent à l'ensemble des produits à visée émolliente et à l'application topique, donc notamment des crèmes, des pommades et également des suppositoires. Ils contiennent des agents susceptibles de diminuer la composante inflammatoire de la crise hémorroïdaire, de jouer sur la composante démateuse de la crise et de favoriser la cicatrisation. Certains topiques ont également des propriétés antalgiques par le biais d'anesthésiques locaux. Comme la classe des vénotoniques, ces médicaments sont proposés en cure courte dans le traitement de la crise hémorroïdaire. Ils ne sont pas indiqués en cas de pathologie chronique qui est principalement dominée par des saignements ou une procidence anale défécatoire, c'est-à-dire une extériorisation des hémorroïdes lors de la poussée défécatoire. Ça, c'était pour le traitement de la maladie hémorroïdaire interne. Pour la maladie hémorroïdaire externe, la seule manifestation des hémorroïdes externes, c'est la thrombose hémorroïdaire externe, dont le traitement est l'incision ou l'excision. Ça, on va le voir juste après. Cependant, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc les AINS, sont une alternative à cette excision ou incision. Les corticoïdes en cure courte sont une alternative en cas de contre-indication aux AINS et au traitement chirurgical, notamment en cas de forte composante œdémateuse. Donc en gros, quand il y a une procidence, c'est forcément les hémorroïdes internes. Les hémorroïdes externes, eux, la seule complication, c'est la thrombose. Et donc là, le traitement primaire, en première intention, c'est l'incision ou l'excision. Donc c'est plutôt instrumental. Voilà. Après, on peut temporiser avec des AINS, voire des corticoïdes s'il y a une contre-indication aux AINS. Et donc maintenant, on va voir les principes des traitements instrumentaux et chirurgicaux. Donc, qu'est-ce qu'on appelle traitement instrumental des hémorroïdes? En fait, c'est l'ensemble des procédures qui sont réalisées pour contraindre la procidence anale hémorroïdaire, qui permet aussi de renforcer le tissu de soutien et de constituer une escarre cicatricielle à leur sommet. Ces méthodes thérapeutiques sont réalisées lors de la consultation externe, à travers un anuscope et le plus souvent au cours d'une consultation spécialisée de gastroentérologie. Ces stratégies constituent le traitement de fond de la maladie hémorroïdaire chronique, donc on n'est pas au niveau de la crise hémorroïdaire. Elles ne doivent justement pas être réalisées en période de poussée de la maladie et elles ne représentent pas un traitement préventif de la thrombose hémorroïdaire externe. Donc c'est vraiment pour la maladie hémorroïdaire interne. Il y a différentes techniques qui peuvent être proposées afin de constituer une escarre chimique. Donc ça va faire une sclérose en fait. Ça peut faire une escarre ischémique et non pas chimique. Donc là, ça va être avec une ligature élastique, par exemple. Et ça peut aussi être une escarre thermique. Et donc là, avec des infrarouges, de la coagulation bipolaire, donc à la pince bipolaire, voire même de la cryothérapie. Donc là, ça va faire une escarre thermique. Le traitement est appliqué en secteur, en muqueuse rectale, où il n'y a pas de sensibilité thermoalgésique, heu et ça va être au-dessus du tissu hémorroïdaire interne et non, sur le tissu hémorroïdaire interne, c'est au-dessus. Ces méthodes n'enlèvent pas et ne sclérosent pas le tissu hémorroïdaire proprement dit. Ça se fait au-dessus, encore une fois, au niveau du tissu de soutien. Lorsque les indications sont bien ciblées, elles apportent un bénéfice important, plus de 3 fois sur 4, donc de bons résultats. Leur efficacité diminue cependant avec la durée du suivi et ces méthodes exposent à des complications rares cependant, donc ça reste rare, des saignements sur chute d'escarre ou des infections. La ligature élastique représente le meilleur compromis bénéfice-risque, mais elle est contre-indiquée chez les malades sous anticoagulants. Voilà, mais pour les patients qui n'ont pas d'anticoagulants, la ligature élastique, c'est le meilleur ratio bénéfice-risque. Donc ça, c'était pour le traitement instrumental. Et après, il y a les traitements chirurgicaux.
Donc là, le traitement chirurgical des hémorroïdes, c'est l'ensemble des procédures qui visent à traiter le tissu hémorroïdaire à proprement parler, à l'occasion d'un acte sous anesthésie générale, péridurale ou loco-régionale. On distingue deux types de chirurgie hémorroïdaire. Donc il y a celles qui vont réséquer le tissu hémorroïdaire, on parle d'hémorroïdectomie, et ensuite il y a celles qui fixent ou qui retendent le tissu hémorroïdaire par un procédé mécanique. Par exemple, une pexie au fil ou par pince mécanique, donc on vient l'accrocher à un autre endroit en fait. Ça peut être fait donc soit par ce procédé mécanique, soit par un procédé thermique, par radiofréquence ou laser. Le premier type donc mécanique j'imagine, est la référence en termes d'efficacité et c'est souvent la seule procédure possible en cas de maladie hémorroïdaire anatomiquement évoluée ou de thrombose externe récidivante. Le second type s'apparente plus aux traitements instrumentaux évoqués. Il est plus simple, souvent plus rapide et moins douloureux. Donc, en fait, c'est pas le procédé mécanique de refixation ou retention du tissu. En fait, celle qui est privilégiée, c'est celles qui vont directement réséquer le tissu hémorroïdaire. Donc, l'hémorroïdectomie, c'est la référence en termes d'efficacité. Et ensuite, par contre, si c'est pas possible de réséquer le tissu, parce que c'est trop évolué, et cetera, eh bien, le second type, donc qui fixe ou qui retend le tissu hémorroïdaire, on va pouvoir faire que ça, mais c'est un peu moins efficace. Voilà, c'est plus simple, c'est souvent plus rapide et moins douloureux, mais il y a un risque de récidive plus important. Voilà. Les complications sont inhérentes à tout type de chirurgie, mais les séquelles fonctionnelles sont rares, comme l'incontinence. Voilà, et ça peut être prévenu et évalué avant le geste. OK. Le traitement de la thrombose hémorroïdaire externe ne constitue pas à proprement parler un traitement chirurgical. Voilà, cependant, un geste d'incision ou d'excision peut être facilement réalisé en consultation. Voilà, en prenant quelques précautions avec un peu de patience, cette stratégie permet de soulager les douleurs et d'en raccourcir l'évolution efficacement. L'alternative, sinon, au geste d'incision ou excision de la thrombose, c'est la prescription d'AINS, tout simplement. Donc, il y a 4 règles à retenir qui sont en préambule thérapeutique. Donc, il faut savoir que les hémorroïdes ne présentent en elles-mêmes aucun risque de dégénérescence ou de complications qui vont engager le pronostic vital. Donc, il y a seulement les hémorroïdes symptomatiques qui sont à traiter. Ce sont donc les symptômes et la demande de prise en charge thérapeutique qui émanent du patient qui doivent dicter l'attitude du thérapeute. Donc, on va retenir 4 règles du préambule thérapeutique qui peuvent être énoncées de la façon suivante. Premièrement, le traitement des hémorroïdes doit être réservé aux formes symptomatiques. Jusque-là, ça va. Le traitement des hémorroïdes est dans la majorité des cas un traitement de confort. Voilà. Troisièmement, les traitements médicamenteux sont habituellement réservés aux symptômes aigus et proposés uniquement en cure courte. Et dernière règle, c'est que les procédés instrumentaux et chirurgicaux constituent à l'inverse le traitement de fond de la maladie hémorroïdaire interne et sont réservés à une prise en charge spécialisée. Voilà pour les 4 règles, de préambule thérapeutique. Et donc là, on va finir ce chapitre par l'évolution spontanée de la thrombose hémorroïdaire externe. Voilà, en plus ça fera pile une demi heure, donc ça sera parfait. La thrombose hémorroïdaire externe est une affection bénigne qui ne se complique pas. Je répète, la thrombose hémorroïdaire externe est une affection bénigne qui ne se complique pas. Le ou les caillots qui se forment dans les structures vasculaires du plexus hémorroïdaire externe s'accompagnent parfois d'une réaction édémateuse. La résorption est assez lente, ça se fait sur plusieurs jours, et ça peut laisser une cicatrice en relief qu'on appelle une marisque. Donc voilà, c'est l'excroissance de peau. Parfois, la réaction inflammatoire peut induire une ulcération au sommet de la thrombose et du coup un saignement chronique qui est lié à la mobilisation partielle du caillot, qui va un petit peu bouger et laisser passer un peu de sang du coup. Les complications suppuratives secondaires sont exceptionnelles, donc les infections secondaires restent exceptionnelles. Par contre, en revanche, les récidives sont possibles, y compris sur le même site.
Et voilà, nous avons fini ce petit chapitre sur la pathologie hémorroïdaire. J'espère que ça vous aura bien servi et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.